Mes salutations à chacune, chacun d'entre vous. Une mention particulière peut-être pour vous, cher Joachim Puyot, qui êtes si mobilisé sur cette question. Nous nous sommes retrouvés récemment, c'était à l'occasion de l'inauguration de l'établissement de Condé-sur-Sarthe, et j'avais eu l'opportunité de vous dire à quel point votre expérience dans le milieu pénitentiaire nous est précieuse. Elle l'est évidemment particulièrement au groupe d'études que vous présidez, mais elle l'est de façon continue pour la chancellerie, pour moi personnellement, et je vous sais gré de la mettre ainsi à disposition de nos échanges, de nos discussions et de notre œuvre commune. Vous avez donc choisi deux thématiques qui sont fortement liées, bien entendu, celle de la contrainte pénale communautaire. Donc j'ai constaté que vous avez repris le concept qui a fait débat pendant plusieurs mois, puisque nous avons eu quelques difficultés à retenir un concept. Nous étions sur la probation, qui semblait ne pas obtenir l'approbation d'ailleurs d'abord des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Nous avons longuement discuté sur la contrainte pénale communautaire, mais la contrainte pénale communautaire, la communauté en tout cas, ne semblait pas éloquente pour la plupart des personnes qui ne s'intéressent pas à ces questions directement. Donc nous en sommes restés à la contrainte pénale, mais je ne sais pas si le concept élargi que vous avez retenu préjuge de ce que fera le Parlement éventuellement sur cette peine nouvelle. Alors vous savez que le 9 octobre, j'ai présenté au Conseil des ministres ce projet de loi de prévention de la récidive et d'individualisation de la peine. Donc je disais que vous avez travaillé sur deux thématiques. La première, c'était la contrainte pénale communautaire. La deuxième, vous venez de le dire, le travail, donc l'activité professionnelle et la formation professionnelle, elles sont fortement liées et elles doivent servir toutes les deux le souci que nous avons de prévenir la récidive, de permettre la réinsertion et donc d'assurer la réintégration sociale des personnes qui auront été confiées à l'administration pénitentiaire par une décision de justice, qu'il s'agisse évidemment des personnes en milieu fermé ou en milieu ouvert, puisque l'administration pénitentiaire les prend en charge, à l'exception évidemment des mineurs qui relèvent de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc en octobre, j'ai présenté au Conseil des ministres ce projet de loi de prévention de la récidive et d'individualisation de la peine. Et j'insiste sur ce deuxième terme parce que l'individualisation de la peine est un choix très clair, assumé, affiché, dans la mesure où nous considérons, et nous le considérons sur une base tout à fait rigoureuse, que l'individualisation est une garantie de la lutte contre la récidive, de la prévention de la récidive, sur une base rigoureuse parce que des études, des travaux, des évaluations qui ont été effectuées ici en France, dans des pays d'Europe et dans d'autres pays, démontrent bien que l'individualisation, aussi bien au niveau du prononcé de la peine qu'au niveau de l'exécution de la peine et de son évaluation, est une des garanties de réinsertion et par conséquent, nous affichons bien la nécessité d'individualiser, ce qui suppose évidemment de supprimer les automatismes, ce que prévoit ce texte, parce que les automatismes sont une limite à la prise en considération précise de la personne qui se trouve placée devant nos juridictions, une prise en considération évidemment de l'acte, du degré de gravité de cet acte, des circonstances dans lesquelles cet acte a été commis, du parcours de cette personne, de sa personnalité, de son attitude par rapport à l'acte, par rapport à la victime, par rapport à la sanction, au sens de la sanction avant même qu'elle soit prononcée, et par rapport aux règles de la société. Donc ces conditions d'individualisation, elles sont créées dans ce texte de loi. Nous avons un certain nombre de dispositions dont j'ai vu que vous les avez passées en revue, donc je ne vais rien vous apprendre. D'abord, je sais que je suis en face d'une assistance savante, donc je ne vais rien vous apprendre. Je sais que vous avez décortiqué le texte, donc je ne vais pas vous présenter les dispositions qui sont contenues dans ce texte, non pas plus la contrainte pénale que vous appelez communautaire, que ce rendez-vous judiciaire que nous avons fixé aux 2/3 de l'exécution de la peine, en rappelant par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les interrogations, en rappelant qu'effectivement, nous poursuivons un objectif. Il ne s'agit pas d'un rendez-vous judiciaire pour le plaisir d'en fixer un. Nous poursuivons un objectif parce que nous savons que les sorties sèches sont pourvoyeuses de risques de récidive et que lutter contre les sorties sèches, cela veut dire préparer la sortie, donc la prendre en amont et l'organiser. Donc nous ne devons pas perdre de vue qu'effectivement, il faut aussi, par ce rendez-vous judiciaire, lutter contre les sorties sèches. Donc, ce qui signifie que le repère principal doit être effectivement la préparation à la sortie et le retour progressif au sein de la société.
Alors je sais qu'il y a des insatisfactions de part et d'autre d'ailleurs, parce que le problème, le drame des compromis, c'est de provoquer du mécontentement dans toutes les parties. Donc je sais qu'il y a des insatisfactions, il y en a qui considèrent qu'il est assez scandaleux en fait de prévoir une préparation à la sortie, parce que ces personnes ont l'air d'oublier que les détenus vont quitter les établissements pénitentiaires et que l'option n'est pas de préparer la sortie ou pas, l'option est de savoir si on évite que ces détenus sortent de nos établissements sans aucun accompagnement, sans encadrement, sans contrainte lorsque c'est nécessaire, et que est-ce qu'il s'agit de rester dans la situation actuelle où 80% et même 90% dans les maisons d'arrêt sortent de nos établissements et arrivent dans la société, avec en plus, pesant sur certaines d'entre elles, un effet de désocialisation qui a été opéré par le séjour en établissement pénitentiaire, ce qui se mesure, puisque nous savons que 7% des personnes qui entrent dans nos établissements sont sans domicile fixe, mais qu'il y a entre 10 et 14% qui en sortent sans solution d'hébergement. Il faut ajouter évidemment les personnes qui en sortent sans emploi, même précaires, sans formation, sans solution de formation professionnelle, des personnes qui sortent avec des addictologies, parfois multiples. Et puis, nous savons que dans nos établissements, nous avons un pourcentage de personnes illettrées supérieur à la moyenne nationale. Donc, la question est de savoir si nous continuons avec ces personnes qui sortent de nos établissements sans aucun accompagnement, ou si nous considérons que justement il faut préparer cette sortie et donc avant le terme du séjour en prison, que ces personnes puissent être préparées et accompagnées. Donc je sais qu'il y a des insatisfactions de part et d'autre. Par ailleurs, d'autres estiment que, et c'était d'ailleurs une des propositions de la conférence de consensus, d'autres estiment qu'il serait bien que ce rendez-vous judiciaire soit en fait un rendez-vous qui permette le prononcé systématique, je ne dis pas automatique, le prononcé systématique d'une décision de libération, fût-elle accompagnée évidemment de contraintes, de surveillance et d'un encadrement. Nous avons pour l'instant dans le texte de loi ce rendez-vous judiciaire qui est obligatoire et cette possibilité pour la commission d'application des peines de prononcer une sortie selon des modalités qu'elle fixe ou de décider le maintien en établissement pénitentiaire. J'ai entendu des critiques aussi sur les difficultés d'application de cette contrainte pénale. Parmi ces difficultés, il y a celles et ceux qui affirment que finalement cette nouvelle peine ne diffère pas du sursis avec mise à l'épreuve. Je suppose que vous avez montré lors de la table ronde les différences. D'abord parce qu'elle est immédiatement exécutoire, ensuite parce que sa composition, son contenu, parce que c'est un suivi renforcé, très individualisé, parce que c'est un suivi modulable, parce que cela fait l'objet d'évaluation. Ça n'est donc pas tout à fait le sursis avec mise à l'épreuve. Et progressivement, cette peine va permettre que le sursis avec mise à l'épreuve peut-être soit de plus en plus dédié à des obligations très objectives, notamment par exemple, ce qui est le plus fréquent encore pour l'instant, le paiement de pensions alimentaires, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer un suivi pour des personnes qui ne le nécessitent pas forcément. J'ai entendu dire aussi que les juridictions ne vont pas prononcer cette peine parce qu'il y aurait une espèce de conservatisme atavique chez les magistrats et qui ne s'empareraient pas de cette nouvelle possibilité. Moi, j'investis de façon complètement différente, pour plusieurs raisons. Parce que je sais que les magistrats ont été nombreux quand même à résister aux peines automatiques, en tout cas aux mécanismes automatiques qui inséraient leurs décisions dans ce carcan décidé par le législateur, parce qu'ils ont résisté de façon diverse, y compris en prononçant par exemple des sursis avec mise à l'épreuve, en essayant d'échapper à cette contrainte parce qu'ils ont une haute idée de leur mission et que cette haute idée de leur mission suppose leur liberté. Et cette liberté d'appréciation que nous restituons en supprimant les automatismes. Alors, je sais bien qu'il y a des inquiétudes et des interrogations, notamment sur le fait que
d'autres dispositifs d'aménagement de peine et de peine en milieu ouvert coexistent. Mais ça n'est pas spécialement pénalisant. C'est vrai que la conférence de consensus, dont je veux rappeler quand même qu'elle a produit un travail de très très grande qualité aux 2 étapes, comité d'organisation et jury de consensus. Et quoi que certains propagent, c'était comité d'organisation et jury de consensus, des instances composées de personnes, de personnalités très diverses, de parcours divers, d'expériences diverses, de positionnements divers, de sensibilités politiques et même partisanes diverses, et que ces personnes ont eu à la fois l'intelligence et la maturité de travailler ensemble, d'accepter de dialoguer, de rapprocher leurs points de vue et donc d'élaborer ce consensus qui se justifie dans une société démocratique, dans une société responsable, où sur les sujets de société, nous devons être capables de discuter et de produire ensemble un certain nombre de grandes réformes. Donc ce comité d'organisation et cette conférence de consensus ont produit un travail de très, très grande qualité. Et les 12 préconisations que le jury de consensus a présentées au gouvernement étaient issues de l'ensemble des préconisations qu'ils avaient produites au terme des 2 journées d'audience publique auxquelles ont participé plus de 2300 personnes, mais ils n'ont retenu que les 12 préconisations qui avaient fait l'objet d'un vote à l'unanimité, ce qui est une véritable gageure, ce qui était une véritable gageure et qui est une véritable prouesse, dans la mesure où, je le répète, c'était des personnes de sensibilité très différentes. Donc moi, ma gratitude est infinie pour les personnalités du comité d'organisation et du jury de consensus, et le travail qu'ils ont produit et qui nous a permis d'ouvrir un cycle de concertation, donc de consulter très largement et de produire ce projet de loi qui par la suite a fait l'objet de réunions interministérielles et qui a donc fini par faire l'objet d'arbitrage, produit ce que vous connaissez aujourd'hui avec les insatisfactions que cela suscite et génère. Mais la qualité des travaux que vous avez effectués aujourd'hui aussi contribue à éclairer les parlementaires. Je vous invite d'ailleurs à propager vos conclusions le plus largement possible, parce que l'habitude, c'est quand même que ce soit les parlementaires les plus impliqués déjà sur ces sujets-là qui viennent participer à ces travaux, mais il est important que vous-même, dans les territoires différents, vous sensibilisiez vos parlementaires et que les réflexions de la journée d'aujourd'hui soient très largement diffusées. Donc les insatisfactions existent, certaines sont légitimes. Certaines sont légitimes et je pense qu'elles pourront être satisfaites par le débat parlementaire. En tant qu'ancienne parlementaire, je suis extrêmement respectueuse du travail du Parlement et extrêmement persuadée profondément que le Parlement enrichit effectivement les textes, à condition justement que l'exécutif, que le gouvernement soit suffisamment ouvert pour accepter la contribution du Parlement sur ces textes. Je crois avoir largement démontré que c'est mon état d'esprit. Mais en plus, je ne vous cacherai pas, très sincèrement, que sur ce texte en particulier, je compte bien sur le Parlement pour l'écrire avec un peu plus de finesse, pour ajouter un peu plus de précision, pour corriger des choses dont il estime et qu'il sera capable de montrer qu'elles méritent d'être corrigées. En disant cela, j'ai en tête particulièrement vos interrogations sur l'abaissement du seuil pour l'aménagement des peines. Je me contente d'une simple évocation et je poursuis sur les sujets suivants. Donc ce texte de loi sera, je crois, amélioré. C'est une vraie réforme pénale qui ne vise pas à gérer les flux carcéraux. Je dis très clairement, et je l'ai dit depuis l'année dernière, l'objectif de ce texte de loi, ça n'est pas de gérer les flux carcéraux. Ça a été le cas de la CEFIP et de la PSAP. L'objectif, c'était effectivement de contenir la population carcérale. On a bien vu que les effets en ont été extrêmement modestes. Je sais que le vice-président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, le député Raimbourg, a une proposition dont vous avez probablement débattu aujourd'hui. C'est ce qu'il appelle le numerus clausus, mais il sait que tant qu'il va garder ce nom, les débats vont être difficiles. Parce qu'il y a des blocages, il y a des freins, il y a des réflexes et je pense que si on arrive à faire comprendre ce que contient cette proposition très précisément, il sera possible d'avoir un débat et de susciter une adhésion plus forte à ce mécanisme. Il n'empêche que ce projet de loi ne vise pas en tant que tel à gérer les flux carcéraux, même si évidemment nous sommes extrêmement
je ne serais pas contrariée parce que ça n'a rien de subjectif, mais la surpopulation carcérale est une absurdité, c'est une condition d'inefficacité, c'est une condition de non-insertion, c'est donc un risque de récidive, c'est un risque de nouvelles victimes, donc la surpopulation carcérale n'est pas une situation dont on puisse s'accommoder. Il n'empêche que ce texte de loi vise à prévenir la récidive et à individualiser la peine. Vous avez donc travaillé sur le travail et la formation professionnelle. Je disais que les thématiques sont liées parce que, effectivement, pour contribuer à la réinsertion, il faut la préparer pendant le temps de l'incarcération. Et pendant ce temps de l'incarcération, il faut effectivement de la formation professionnelle. Je rappelais que le niveau moyen d'analphabétisme et de sous-qualification est plus élevé que la moyenne nationale dans nos établissements. Mais il faut aussi, justement, préparer la sortie, donc mieux armer les détenus de façon à ce qu'ils aient plus de chances d'accéder à un emploi, de se réinsérer, de reconstruire leur vie en revenant dans la société. Pour nous aussi, c'est un sujet majeur. Sur l'activité, donc vous vous souvenez que c'était en juin, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question prioritaire de constitutionnalité contestait les conditions d'activité dans nos établissements. Le Conseil a validé les dispositions qui sont contenues dans la loi pénitentiaire de novembre 2009. Ces dispositions, qui sont appliquées par l'administration pénitentiaire, prévoient un engagement et une rémunération horaire. Personnellement, je ne vous cache pas, et je l'ai dit à l'époque de cette décision, je ne vous cache pas que pour moi, le Code du travail devrait être droit commun, y compris dans nos établissements. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, tout en validant la disposition, a indiqué qu'il était loisible au législateur de considérer qu'il pouvait modifier les dispositions d'activité pour la population carcérale. En tout cas, il a estimé que les dispositions de la loi pénitentiaire n'étaient pas contraires à la Constitution. Donc nous souhaiterions, de façon idéale, que dans nos établissements, les contrats de travail soient ceux qui sont prévus dans le Code du travail. Mais nous n'allons pas dissimuler les difficultés objectives, ni un des effets positifs importants des dispositions de la loi pénitentiaire avec cet acte d'engagement. Un des effets positifs, c'est qu'y compris des personnes à très faible qualification, et malheureusement ces personnes sont nombreuses dans nos établissements, y compris les personnes à très faible qualification peuvent accéder à l'activité, ce qui serait plus difficile si on était dans le cadre du droit commun avec un contrat de travail et ses exigences en matière de qualification. Donc là, il y a un sujet sur lequel nous allons continuer à travailler, mais il n'empêche que déjà dans l'immédiat, il nous faut apporter des réponses en matière de besoins d'activité. L'État doit y prendre sa part. Sur cette année, nous avons eu en moyenne 33% des détenus qui ont eu accès à une activité professionnelle. C'est à peu près le taux de l'année précédente, donc nous n'avons pas réussi vraiment à l'améliorer, mais nous avons évité qu'il se dégrade. Il nous faut de toute façon l'améliorer. Concernant la formation professionnelle, alors la très belle expérience d'Aquitaine, des deux régions Aquitaine et Pays de Loire ont dû être exposées ce matin, je suppose, abondamment. Je remercie infiniment ces deux régions d'avoir accepté cette expérimentation dans le cadre d'une convention signée avec la direction de l'administration pénitentiaire. L'expérience a été tellement probante que j'ai décidé de la prolonger d'une année dans le cadre du texte de loi de Vincent Peillon, et que nous avons, ce qui permet à ces deux régions de poursuivre l'expérience et à d'autres régions d'y accéder. Et nous allons procéder à la généralisation, ce que nous allons faire dans le texte. Alors jusque-là, nous avions plutôt visé le texte de Mme Lebranchu. Le texte de M. Sapin, le ministre du Travail, arrivera un peu plus tôt, donc nous allons l'inscrire dans le texte de M. Sapin. Mais il y a, avec les interrogations que vous avez posées, il y a en tout cas cette réponse et cette maîtrise qui a été démontrée par ces deux régions. Nous avons, en matière de formation, nous avons des conventions avec des régions qui sont tout à fait intéressantes. Avec l'Île-de-France, qui accorde une bourse de 200 € par mois pendant 12 mois
à des détenus. Ils sont 60 à en bénéficier pour la préparation du baccalauréat ou du diplôme d'accès aux études universitaires ou à la préparation d'ailleurs de diplômes universitaires tels que les licences et masters. Mais nous avons des conventions avec d'autres régions telles qu'évidemment l'Aquitaine, le Pays de Loire, mais aussi la Basse-Normandie, la Bretagne, le centre-est Dijon, le Poitou-Charentes également. J'espère n'en oublier aucune. Ce sont des régions qui participent par des bourses à la préparation de diplômes, mais aussi à la validation des acquis de l'expérience. Donc, ils sont des partenaires extrêmement importants. Et dans ce projet de loi de prévention de la récidive, nous avons tenu compte de ces partenaires, de leur importance, des collectivités avec lesquelles nous travaillons. Mais bien entendu, il faut prévenir la récidive, il faut assurer l'activité à l'intérieur de nos établissements, il faut assurer la formation, mais il faut apporter aussi des réponses après. Ces réponses, elles se préparent déjà pendant le temps de l'incarcération, avec notamment nos conseillers d'insertion et de probation, dont vous savez que nous allons augmenter le corps de façon significative, puisque le gouvernement s'est engagé à la création de 1000 emplois sur 3 ans pour nos services pénitentiaire d'insertion et de probation. Je vous rappelle simplement qu'il s'agit d'un corps d'un peu moins de 4000 fonctionnaires. Par conséquent, une augmentation d'1 million en 3 ans, c'est pratiquement 25% qui seront donc en capacité d'assurer l'encadrement aussi bien en milieu fermé qu'en milieu ouvert. Mais outre le recrutement, nous travaillons qualitativement sur ce corps qui a développé des méthodes de travail, qui a expérimenté des outils, qui a diversifié ses réponses sur le territoire et qui mérite que tout cela soit pris en compte, évalué et mutualisé. Donc, j'ai installé un comité de pilotage qui a piloté 4 groupes de travail qui réfléchissent au profil de recrutement, qui réfléchissent aux outils d'analyse, qui réfléchissent au référentiel métier, qui réfléchissent et travaillent sur les modes de prise en charge. Et nous allons donc rendre ce corps qui est déjà très, très efficace, plus performant encore dans la prise en charge, aussi bien en milieu ouvert qu'en milieu fermé. Nous travaillons avec les collectivités dans plusieurs domaines, avec les conseils généraux également, puisque nous avons contractualisé avec des départements pour la garantie jeune. La garantie jeune concerne des jeunes de 18 à 25 ans. Et avec la mise en place d'un RSA pour les périodes d'inactivité. Nous travaillons avec des départements pilotes pour les emplois d'avenir, pour les jeunes jusqu'à 25 ans. Nous travaillons également avec les collectivités pour la prise en charge à la sortie de nos établissements dans tous les services de droit commun et bien entendu avec les services déconcentrés de l'État. Et j'ai lancé depuis 1 an et demi maintenant un travail interministériel qui permet la prise en charge des personnes placées sous main de justice par tous les ministères, de sorte que nos publics sont pris en charge dans le cadre de la politique de lutte contre l'exclusion et la pauvreté, donc avec accès aux 5000 places d'urgence. Ils sont pris en charge également par le ministère du Travail et de l'Emploi. Je viens de vous parler des emplois d'avenir et de la garantie jeune. Ils le sont aussi par la santé. La santé, nous avons des permanences d'addictologie dans nos établissements et nous avons des référents justice dans les structures médicales et médico-sociales. Nous travaillons donc avec tous les ministères, y compris l'Éducation nationale et la réussite éducative, y compris le ministère de la Ville, de façon à ce que nos publics puissent entrer vraiment dans les dispositifs de droit commun, en plus de l'entrée de ces dispositifs de droit commun dans nos établissements. Nous savons qu'il reste du travail à faire, mais nous savons que c'est parce que sur le terrain, nous avons des partenaires déjà actifs que des réponses peuvent être apportées pour prévenir la récidive et éviter donc de nouveaux actes de délinquance, et nous devons l'assumer très clairement, faciliter l'insertion et la réinsertion des personnes qui sont placées sous main de justice.
Nous allons le faire ardemment, nous allons livrer bataille, effectivement, pour que ce texte de loi non seulement soit adopté par le Parlement, mais qu'il soit amélioré, parce que c'est essentiel. Nous pensons que dans la société française, qui a une histoire, qui a une belle histoire, qui a une histoire qui est quand même très fortement marquée par la perception de l'individu, la conception de la communauté nationale constituée de citoyens, donc d'individus, il est possible de mettre un terme à la pensée par catégorie qui a prévalu ces dernières années. Il est possible de défaire l'endoctrinement qu'a subi la société française ces dernières années et qu'il est possible de faire entendre qu'il est important de considérer l'individu comme un individu comme tel dans sa singularité. Et cet individu peut être à un moment donné de sa vie un détenu, peut être à un moment donné de sa vie une personne qui va être placée sous la responsabilité de la justice. Et que cette personne n'a pas de raison de considérer, selon l'acte qu'elle a commis, bien entendu, que sa vie est terminée du fait qu'elle est passée entre les mains de la justice. Alors, vous êtes interrogé, vous le disiez, monsieur le député, sur la raison pour laquelle la contrainte pénale communautaire ne couvre pas la totalité des délits. Je n'ai pas caché que, pour ma part, je pense qu'elle aurait dû couvrir la totalité des délits, comme le sursis avec mise à l'épreuve, d'ailleurs, concerne la totalité des délits. Il reviendra éventuellement au Parlement d'estimer s'il y a nécessité d'étendre cette possibilité pour la contrainte pénale. En tout cas, il est important que nous assumions, pour ma part, je suis prête à le faire, quelle que soit la violence des coups, assumer très clairement que nous visons effectivement l'insertion et la réinsertion. Et qu'il n'y a pas d'antagonisme entre le respect que l'on doit aux victimes, l'attention que l'on doit aux victimes. Et toutes les dispositions d'ailleurs que nous avons introduites dans ce texte de loi, nous avons rassemblé des dispositions éparses qui étaient dispersées dans le Code et nous avons consolidé les droits des victimes. Nous travaillons sur les procédures d'indemnisation des victimes. Nous avons, vous le savez, ouvert des bureaux d'aide aux victimes dans tous les tribunaux de grande instance. Nous avons amélioré le budget d'aide aux victimes. Nous travaillons sur la prévention, beaucoup sur la prévention, avec les maisons de justice et du droit dont nous revoyons les critères et les centres départementaux d'accès au droit, ainsi que les points d'accès au droit. Donc tout ce travail-là doit se faire. Il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas d'antinomie entre ce travail, le respect dû aux victimes, l'accompagnement dû aux victimes. Vous savez que je mets en expérimentation, avant même sa transposition, les dispositions de la directive victime adoptée par l'Union européenne en décembre 2012. Nous avons jusqu'à fin 2015 pour la transposer, mais bien avant cette transposition, je la mets en expérimentation dans une dizaine de tribunaux de grande instance. Donc nous faisons le travail qui est nécessaire et qui est attendu par les victimes. Il n'y a pas d'antagonisme, à travailler correctement à l'égard des victimes et en même temps à faire en sorte et à assumer que le détenu demeure un citoyen et que nous devons faire en sorte qu'il revienne dans la société dans les meilleures conditions. Ça, nous allons l'expliquer très clairement au Parlement, mais je vous demande vraiment ardemment de l'expliquer partout où vous passez, partout où vous êtes, partout où vous avez en face de vous des personnes qui ont besoin de savoir, qui ont besoin d'entendre, qui ont besoin de comprendre, parce que c'est ce qui nous permettra de faire que cette société recommence à penser les choses dans leur complexité. Recommence à penser les choses dans leur complexité. Que cette société à qui l'on a martelé que les choses étaient binaires, que les décisions devaient être sommaires, martiales, brutales, définitives, cette société est en capacité de penser la complexité parce qu'elle a montré sur le temps long de son histoire. Et je crois qu'il est bon que l'on y revienne parce que c'est tout simplement une marque de progrès, c'est tout simplement une marque de civilisation. Et la civilisation est capable d'absorber dans son corps social, dans son corps global, elle est capable d'absorber les déviances provisoires, elle est capable de rattraper ceux qui ont vacillé, elle est capable de redresser ceux qui ont chancelé à un moment, et elle est capable simplement de tirer l'ensemble des citoyens vers une marche d'émancipation, de responsabilité et de respect des règles que la société se choisit elle-même. Je compte beaucoup sur vous pour faire ce travail, parce que je crois que la société française le mérite, et parce que nous gagnerons collectivement à faire en sorte que la politique pénale dans ce pays soit une politique plus responsable. Elle sera aussi plus efficace,
non pas pour complaire à ceux qui ne parlent que de l'efficacité dans l'absolu, mais parce que nous pensons que l'efficacité est justement une condition d'émancipation pour celle ou celui qui a un besoin à un moment donné qu'on lui tende la main afin qu'il se redresse. Je vous remercie.